Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en Petite Terre ou dans le nord de l'île de Mayotte, là où le passage du cyclone a été le plus fort. Bonne écoute. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton prénom, ton âge, métier, occupation, et depuis combien de temps tu es à Mayotte? Alors, je m'appelle Balthazar Chercheval-Théo, j'ai tout juste 23 ans. Je suis moniteur de plongée professionnel à MIA et je suis là depuis le 17 novembre 2024. D'accord. Est-ce que, on va être cyclone principalement, pas de surprise. Est-ce que toi, tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type? Ouais, Tempête, j'ai déjà vécu ça. Avant d'arriver ici sur Mayotte, j'ai vécu 10 mois en Guadeloupe, donc réputé pour ses cyclones chaque année. J'en ai déjà vécu 3, mais pas de cette ampleur-là. C'était vraiment beaucoup moins virulent en termes de puissance. Il y en a là où je vivais, moi j'étais en bord de plage, donc c'était sujet au raz-de-marée, des choses comme ça, via les cyclones. Il y a eu le cas, mais c'était quand même beaucoup moins puissant, mais surtout que c'est pas le même contexte comparé à bas. Dans les Caraïbes, c'est un peu comme la Réunion où c'est habitué à subir des cyclones chaque année, pas comme Mayotte qui n'est absolument pas habitué. Donc déjà via l'ampleur que t'es plus tout la même, ce que j'ai vécu, mais surtout les infrastructures n'étaient pas du tout prévues pour. Ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce que, ici à Mayotte, peut-être, je sais pas si t'es allé à La Réunion ou à Madagascar, t'avais déjà entendu des récits de cyclones, vraiment, Ouais, je savais que Mayotte était protégée via Madagascar. Je savais qu'à La Réunion ils en subissaient via surtout ma copine qui a vécu à La Réunion avant qu'on se rencontre. Donc elle-même avait déjà vécu aussi des cyclones. Et elle m'avait dit qu'ici il y avait pas de problème, tout ça, parce que Mada protégeait justement Mayotte. C'était un des arguments qui faisait qu'on venait ici, parce que en Guadeloupe ça avait été très compliqué justement sur ces cyclones-là, parce que j'en avais vécu quand même pas mal et j'ai vu pas mal de tempêtes tropicales, du fait que tout était bloqué pendant 2-3 jours à chaque fois. C'était un des arguments qu'elle m'avait donné. Au moins ici, on n'allait pas subir de tempêtes tropicales, de cyclones, parce qu'il y en a justement Namada qui était protégé, qui nous protégeait ici sur Mayotte. Loupé. D'accord. Ouais, voilà, Shido arrive, dit qu'il est dit plus tard. Est-ce que toi, tu t'es dit, justement, ça va pas toucher Mayotte? Quand tu l'as abordé. Alors, mais comme beaucoup de personnes maintenant, je l'ai appris tardivement, qu'il y allait avoir le cyclone. J'en avais un peu discuté avec ma famille, mais comme au début, comme tout le monde, non, ça passera pas. Et le problème, c'est que là où moi, je venais juste de m'installer, ça faisait moins d'un mois que j'étais sur Mayotte. Donc, je n'avais pas encore Internet chez moi. Enfin, je venais tout juste d'avoir Internet, donc je n'étais pas encore très informé. Et c'est seulement 2-3 jours avant Chido même qui passe, où là, j'ai vu vite fait des infos. En fait, c'est via le centre de plongée où on travaille, où on prévoyait par rapport aux sorties, tout ça. Et là, j'ai vu l'ampleur du truc. Et des gars ont déjà vécu ça. Du coup, là, j'ai vu que celui-là, il allait être très puissant. Donc là, je me suis mis je dis là, il va passer, faut que on passe en préservation, on commence à stocker de la nourriture, de l'eau, des choses comme ça. Donc pareil, comparé à d'autres amis que eux n'avaient jamais vu ça, je leur avais conseillé faire certaines choses. Donc moi, mais même moi, en ayant vécu déjà 4 cyclones et tempêtes tropicales, j'étais pas totalement prêt non plus pour cette ampleur de cyclone qui s'est passé. J'avais fait quand même du stock, des choses comme ça, mais pas suffisant par rapport à l'ampleur. En fait, tout le stock que j'avais fait aurait été bon par rapport en Guadeloupe ou à La Réunion. Parce que là-bas, ça repart plus rapidement du fait que les structures sont adaptées. Mais vu les dégâts qui s'est passé ici, j'étais prêt pour 1 semaine de coupure, pas 2 semaines, voire plus selon les endroits. Et donc, ta préparation, c'était ici au travail, chez toi, Ouais. de faire des stocks. C'est ça, déjà le boulot, tout mettre en place pour tout protéger le plus possible. Donc là, ça nous a pris une journée entière, nous, au centre de plongée, pour tout mettre à l'abri, tout fermer, tout verrouiller, tout ça. Et à la maison, pareil, j'ai mis 2 jours à tout faire, les stocks, nourriture, tout ça. Ça a été le gros problème, pareil, parce que tout le monde n'était pas averti sur ça. C'est vraiment le vendredi, il passait le samedi, c'était le vendredi qu'on a reçu les alertes sur les téléphones, tout ça. Donc par chance, moi, du coup, j'avais déjà commencé mon stock. Donc j'avais pas de problème de pénurie, des choses comme ça.
Mais quand le vendredi soir, avant de rentrer du boulot, après rentrer en boulot, juste avant de rentrer à la maison, j'ai fait juste un petit tour au magasin parce qu'il manquait 2-3 trucs. Là, ça a été envahi de monde et tout le monde, c'était limite dangereux du coup à ce moment-là, parce que c'était le problème du préfet qui a voulu alerter trop tôt parce qu'en pensant que ça passait pas, mais a alerté au dernier moment, ça a été trop dangereux pour tout le monde et ça a été un peu, il y a des bandades un peu partout. Et non, donc moi j'ai fait stock de nourriture, eau, j'ai tout clôturé, j'ai tout fermé. J'ai réussi à faire élaguer quelques arbres pour éviter les branches via mes voisins. J'avais protégé tout ce qui était arrivé d'eau parce que dans mon ancienne maison, j'avais des arrivées d'eau, des tuyaux principaux qui étaient à l'air libre. Donc j'ai réussi à les protéger via de la tôle, via de la terre, des choses comme ça, pour éviter justement quelque chose tombe dessus et qu'il se casse. Moi, ma copine, on est en scooter et moto, donc j'avais mis une fois vendredi soir, mis en protection moteur, moto et scooter à un endroit où c'est un peu plus protégé, où même s'il y a du vent, ça devrait pas tomber, ou des choses ne devraient pas tomber dessus. Voilà, c'est vraiment toute protection, volet fermé, recharger tout ce qui va être lampe, batterie portable, tout ça, pour prévision de 2 à 3 jours de coupure, mais même c'était plus long pour moi. T'as eu des très bons réflexes. Est-ce que tu penses que ton entourage était prêt? Ici sur Mayotte, non. Il y a beaucoup de personnes qui étaient pas prêts. Entre autres, moi, je vivais dans une impasse à côté d'un manga. Donc, je savais qu'il y avait un manga, mais je savais pas l'ampleur du manga. Donc, eux, je savais déjà d'avance qu'ils étaient pas prêts, parce que même un petit cyclone, vu leur structure, ça allait pas le faire. Mais même avant, 2-3 jours avant Chido, je parlais avec mes voisins, tout ça. Pour eux, ça n'allait pas passer. Donc, ils étaient absolument pas prêts à ça. Et pour eux, ça allait absolument pas passer sur Mayotte, ça allait être arrêté. Et même la veille, pour mes voisins, ils disaient que ça allait pas passer, ou ça allait être rien du tout, ça allait juste être du vent. Donc très peu de personnes étaient prêtes ou n'y croyaient pas. D'accord. Beaucoup, beaucoup de déni, en Ouais, tout cas. beaucoup de déni du fait que pas du tout prêt à vivre ça, encore moins de cette ampleur-là. Est-ce que dans ces préparations, t'as pensé à ta maison? Je sais pas si elle est en dur. Elle est en dur, c'est une maison mahoraise en dur. Ça a été un aussi des choix de critères que j'ai en trouvant celui-ci parce que j'étais locataire, donc j'avais vu les images, tout ça, des amis à moi, elles les avaient visitées avant que j'arrive sur Mayotte. Et ça a été un des critères au cas où, via les vents, parce que il y a les alizés ici chaque année, c'est quand même des bonnes rafales. Donc faut quand même que ça puisse résister. Donc ça a été une des conditions. Et donc pour moi, je savais que ça allait résister. Je savais que ma toiture, par contre, allait partir. Parce que c'est une maison maraise, donc c'est cubique, hein, avec un toit plafond en béton. Mais mon propriétaire avait fait une structure avec une toiture. Donc c'est vraiment des poutres métalliques avec de la tôle dessus. Donc c'est là, je savais d'avant que ça allait être plié. Je pensais pas s'envoler, je pensais juste que ça allait s'effondrer sur lui-même, c'est plié. Bon, résultat, c'est envolé. Or, toutes les tôles se sont envolées dans le jardin ou dans la rue. La structure s'est pliée en petits morceaux. D'accord. Et alors, le cyclone arrive, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as vécu? Le cyclone, Ouais, du calme jusqu'à... du calme jusqu'à tard. Ouais, jusqu'à la coupure d'électricité s'est faite très tôt par rapport au passage. Ils ont prévu ça. Ils ont coupé, je crois, vers 7 heures du matin, 7 heures, 8 heures, et le passage s'est fait vraiment vers 9 heures, 10 heures. Il y avait le début des vents, mais là où c'est devenu violent, c'est vers 10 heures. Sachant que moi, j'étais déjà coupé en eau. Ça faisait déjà 2 jours que j'étais déjà coupé en eau, donc j'avais pas pu faire mes stocks d'eau du robinet. À cause des tours d'eau? Ouais, à cause des tours d'eau. Donc ça, c'était le coup un peu bâtard qu'ils ont fait, et ils nous ont pas remis d'eau. Du coup, nous, on était déjà coupés. Ma petite amie, elle était rentrée plus tôt de son boulot exprès au cas où parce que c'était le soir normalement que nous, ça devait revenir. Mais du coup, c'est jamais revenu. Elle était rentrée plus tôt exprès au cas où ça revient pour refaire les cuves d'eau. On avait 2 cuves de 100 litres chez nous. On a une qui était entièrement vide et l'autre était pleine. Du coup, on avait prévu de la re-remplir justement ce soir-là. Mais du coup, l'eau n'est jamais revenue. Donc heureusement qu'on a des bouteilles, tout ça qui était prévu, et une des cuves qui était pleine, heureusement. Donc là, quand nous on était déjà coupé en eau, l'électricité, ouais, très tôt le matin. Et donc heureusement, j'avais déjà les volets fermés, tout ça, ce que je pense qu'a sauvé une bonne partie de ma maison où je vivais. Du coup, après le début des vents vers 9 heures, une bonne heure après la coupure d'électricité,
Donc là, j'ai vu que l'étanchéité des volets, ça se faisait pas parce que le vent passait bien par là et ça sifflait et on a entre autres au niveau, moi c'était des volets électriques. Donc il y a une petite partie en métal qui bouge à cet endroit-là, donc ça faisait une vibration énorme à cet endroit-là, mais vraiment ça faisait un boucan monstrueux. Et vu que ça commençait déjà à bien souffler, j'ai dit bah là je sors pas, tant pis, on va vivre Shido avec ce bruit-là, ce qui faisait vraiment déjà avec les maisons mereuses ça résonne, mais en plus avec ça faisait une résonance qui était affreuse. Et ça on l'a vécu 5 heures comme ça avec du vent. Donc là après donc le vent s'est amplifié dans le sens. Donc là ça commençait, on entendait des bruits, entre autres la tôle commençait à partir de chez nous. Les volets ça claquait un petit peu mais ça allait parce que le vent première rotation était bien orientée par rapport à ma position de ma maison, donc ça allait. Donc on entendait quand même la tôle. La seule bêtise que j'avais fait, c'est que j'avais oublié de fermer un volet. C'était celui de ma cuisine et par chance entre guillemets, c'était là où j'allais me poser mes motos et scooters. Donc j'avais une visu sur eux que du coup je regardais quand même régulièrement au cas où s'il y a rien qui tombait dessus. Jusqu'à que j'entende un bruit, jusqu'à qu'un morceau de tôle tombe sur le scooter de ma petite amie qui bien tombé, qui est tombé dessus, qui l'a fait légèrement coucher, mais la tôle est restée couchée sur le scooter qui l'a protégé des autres débris au final. Donc c'est bien, ça a quand même fait des rayures, mais ça l'a protégé par la suite. C'est vraiment bien monté là, à ce moment-là. Donc là, on se dit c'est violent, mais toute la structure tenait. La maison, je savais qu'elle allait tenir, mais la partie de la tôle était déjà bien pliée. Et mais on voyait que tout était adapté, ça partait bien, et on voyait que plus rien bougeait en fait, parce que ça avait pris vu que c'était monté tout doucement au niveau des vents, donc toute la structure, toutes les arbres, tout ça, c'était habitué. Donc on voyait que ça bougeait plus. Et mais moi, je me situe à Tsingoni et j'étais vraiment sur la bordure de l'œil. Donc j'ai pas eu de temps de repos. C'est vraiment du on-off. D'un coup, il y a une chance de vent et d'un coup, haute direction, tout aussi puissant. Et c'est là que, ouais, moi je suis pas rentré dans l'œil. Moi, j'étais vraiment à la bordure du vent le plus puissant. C'est en fait, c'est ça. Quand on est en extérieur, c'est plus ou moins puissant. Jusqu'à quand on arrive à un endroit où c'est extrêmement puissant. Et après, ça diminue jusqu'à l'intérieur de l'œil. Mais c'est les zones sont extrêmement petites. Et moi, j'étais dans la bordure la plus puissante. Donc moi, c'était vraiment un on-off du plus puissant. Et c'est là tout a été arraché. Des rotations de vent. Ouais, la rotation de vent a tout plié. Toute la toiture a fini de s'arracher. J'ai l'eau qui commençait du coup à rentrer via les volets. Malgré que les volets soient fermés, vraiment là où le store s'enroule, j'ai les caches côté intérieur qui sont tombées à l'intérieur de la maison. J'ai du coup l'eau rentrée par là. Donc j'ai commencé à avoir une petite inondation. J'ai des débris qui s'étaient mis sur ma terrasse, donc l'eau rentrait sous les portes aussi. Donc là, c'était rapide réaction inondation. Heureusement, les anciens locataires avaient laissé plein de draps qui ont servi vraiment à éponger et à mettre tout sous la porte pour arrêter l'inondation dans la maison. Et là, on a entendu plein de bruits, de fracas, tout ça. Et vu que ma porte est opaque, mais on peut voir un petit peu à travers, on a vu qu'on avait un énorme arbre qui s'est arraché. Donc vraiment déraciné, pas cassé, et qui a en même lieu à arracher du coup le portail. Donc là, on a vu qu'il y avait tout qui était par terre. J'ai dit bon, et là, c'est vraiment qu'on s'est inquiété pour la maison parce que tout s'est mis à vibrer de partout. Et là, on s'est même posé la question est-ce que la maison allait tenir, malgré que ce soit en béton armé, tout ça. Donc là, c'était vraiment très très violent et on pouvait rien faire. On avait tout bloqué, tout était fermé. Donc on avait pris un matelas du canapé qu'on avait mis dans le couloir. C'était la zone endroit en fait était safe parce que dans les chambres, l'eau passait avec toutes ces poussières et saletés, tout ça. Dans la salle de bain aussi, dans le salon, c'était un grand salon, ça à manger, pareil, ça passait, la cuisine, c'était pire parce que le bruit fort du volet, c'était dans la cuisine. Donc on s'était mis dans le couloir où c'était un peu plus protégé. Et on a attendu pendant longtemps. Et en final, on s'est rendu compte que le cyclone n'a duré que 4-5 heures. Qui est à peu près normal, en fait, pour un cyclone, ce qu'on vit aussi, ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est ce qu'on a vécu aussi en Guadeloupe, mais du coup, pas du tout à la même intensité. Quand ça commence à se calmer, c'est là qu'on a réouvert la porte d'entrée. Il y avait encore devant, mais c'était calmé, donc suffisant pour ouvrir. Donc là, j'ai vu que déjà, tout était arraché, portail, mais on n'est pas encore sorti aussitôt. Donc ça, je crois que je l'ai ouvert la porte, il devait être 14h, 15h, mais je suis pas sorti aussitôt parce qu'il y avait encore du vent. J'ai attendu encore une bonne heure, donc il devait être 16h30, 17h avant que je sorte réellement. C'était 1 heure et demie avant la tombée de la nuit, ouais. Et là, il y a vraiment plus de vent, donc je suis sorti. En fait, je me suis rendu compte. Donc chez moi, c'était entièrement fermé par des murs en parpaing. Je n'avais plus qu'un seul mur sur les 4. Okay. Tout le reste était arraché. Enfin, vraiment tombé en mode domino.
Donc l'arbre que j'avais vu était bien déraciné. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'est pas cassé, mais bien déraciné à cause de la pluie, parce que c'était dans la terre, c'est juste écroulé. Donc le portail là, on a vu que toute la tôle, donc on n'avait plus aucune tôle, que tout était soit dans le jardin, soit dans la rue. Que le portail, non seulement il est tombé, mais en plus il s'est déplacé de 20 mètres. Alors que c'était un portail, il fallait être 8 hommes pour le déplacer. Donc quand on l'a remis en place, Je sais, parce que chez moi aussi il y a un portail voilà. qui s'est, Donc là c'était bien violent celui-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi de l'ampleur du manga, juste à côté. Parce que moi, je savais qu'il y en avait un, parce que j'avais vu des personnes passer à travers de l'atoll, tout ça, qui faisaient les murs de l'impasse. Mais ma petite amie, elle n'était pas au courant. Et donc c'est là qu'on a vu l'ampleur du manga. Et en fait, par la suite, on a appris qu'il y avait plus de 300 personnes qui vivaient dans ce manga. Et là, on a vu qu'il y avait plus rien. Caché par la végétation, du coup, avant. Et Et quelques tôles, c'est ça? ouais, il y a eu toute la tôle était à plat, tout ce qui était bois, pareil, était à plat. En fait, ça faisait un immense tapis d'ordures. Vraiment, il y avait absolument plus rien. Nous, on avait une partie de on avait des mangas juste derrière notre mur. Par chance, le mur est tombé de notre côté. Qui est tombé de l'autre côté, ça tombait en fait sur eux. Donc, sur leur habitation, parce qu'il y avait plus personne, heureusement. Mais une partie de leur affaire avait volé chez nous, donc ils ont pu les récupérer par chance. Mais c'est vraiment rendu compte, nous on était chanceux, parce que le seul dégât qu'on avait réellement, hormis végétation, c'était la toiture. Mais du coup, il y a beaucoup tout le manga, il y avait plus rien. Et par chance, toute l'impasse où je vivais, hormis le manga, c'était une maison aussi en dur, donc hormis toiture, qui était la plupart comme nous, des structures à rajouter au-dessus parce qu'ils n'avaient pas le temps de construire un étage, donc c'était pas solide pour ça. Okay. Toi, quand ça s'est arrêté, tu la porte, tu découvres dehors, qu'est-ce qui te choque ou t'interpelle? Les dégâts, là, déjà, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est le manga. Ouais. Qui est qu'il soit aussi grand et qu'il y ait autant de monde qui vivait là. Parce que, par chance, le manga qui était juste à côté, tout le monde était parti se protéger dans le collège et école de Tsingoni. D'accord. Il devait quasiment rester personne. Donc ils ont eu très peu de morts, heureusement. Mais vraiment, c'était le soir même et le lendemain, voir toutes les personnes qui arrivaient justement en train de reconstruire. Je dis waouh, là il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc il y a pu y avoir beaucoup de dégâts. Et après c'est tout ce qui est végétation. On voit vraiment que Mayotte c'est quand même une île bien verte. Et là plus aucune verdure, absolument plus rien. C'est qui a été dur aussi pendant la semaine qui a suivi Shido. Nous c'était les cris d'animaux. Vu bien le manga, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient restés attachés et qui étaient inaccessibles et blessés. Donc on a eu beaucoup de bruits de chèvres, de vaches agonisant. Ok. Pendant 2-3 jours non-stop, ouais. On avait des vaches qui agonisaient et que personne ne pouvait les abattre parce qu'ils étaient inaccessibles par rapport au bois ou au tôle qui traînait là. Donc ça a été très dur, assez dur. Mais pareil, nous, les motos, on a pu les sortir une semaine après Shido. Okay. Le temps de tout dégager, tout ça. Surtout que j'ai eu la bonne idée de me blesser 2 jours après Shido en bougeant la tôle. Via la fatigue de pas dormir, un peu d'hydratation, parce que du coup je mangeais peu, je buvais peu, parce que là on a compris que l'électricité l'eau n'allait pas revenir de tout de suite à ce moment-là. Du coup voilà, donc via la fatigue, d'hydratation, quand j'ai voulu bouger la tôle, j'ai eu la première tôle, j'ai vu qu'elle forçait et qu'elle était bloquée. Et au lieu de poser et débloquer, j'ai tiré et la tôle de dessous est venue se taper dans mon tibia. Donc par chance, on avait un de mes amis qui vivait à côté. Donc ma petite amie est allée le chercher. Il est venu avec la voiture, il m'a mené au dispensaire de Zoumonier, où j'ai eu le droit à 3 points de suture. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que mes patrons et justement cet ami-là vivaient pas très loin. En gros, on était à 40 minutes à pied, une fois la route dégagée. Donc juste en fait à Combagny, juste à côté de Singoni. Et du coup, on est allé souvent, tous les soirs, en fait, on était tous ensemble pour déjà éliminer toute la nourriture du frigo et des congélateurs pour éviter de gaspiller le moins possible. Et comme ça faisait des gros repas tous ensemble, déjà plus convivial et s'entraider. Et moi, ça a été très compliqué le logement parce que du coup, derrière, il a pas mal plu après Shido. Et la toiture n'était là pas pour rien parce que du coup, maison mahoraise dit plafond pas droit, dit stock d'eau, donc infiltration. Donc j'ai des infiltrations de partout dans ma maison et vraiment partout. L'eau, moi, est revenue dans les derniers dans Tsingoni. J'ai eu 2 semaines sans eau, vraiment avant qu'elle revienne. Donc tandis que mon patron, lui, avait une cuve
remplie de 1000 ou 2000 litres. Déjà, il y avait un peu plus d'eau. Et surtout, il y avait l'un des logements à côté de chez lui, juste au-dessus de chez lui plus précisément, où il y a personne qui vivait là, où il y avait une cuve de 3000 litres pleine. Donc par là, on pouvait se servir vraiment. Donc c'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé. Parce qu'en termes de réserve, du coup, on n'avait pas suffisamment pour tenir les 2 semaines. Donc déjà, j'ai fait les repas, tout ça. Et par chance, lui, l'électricité, là où il vit à côté du RSMA. Et l'électricité est revenue très rapidement. Plus précisément, je crois que c'est revenu le 19-20, un truc comme ça. Parce que c'était un point stratégique de lui. Ouais, c'est à côté. Donc c'est un point stratégique pour rapport à Combani. Donc là, ça a fait du bien. Donc tout ce qui est nous appareils, on a pu les recharger parce que ça commençait déjà à tout être très vide. Donc on a pu les recharger grâce à lui, à sa maison. Parce que moi, c'est revenu. L'électricité est revenue 1 mois après Shido. Elle est revenue qu'en janvier, mais elle est revenue à 400 volts dans ma maison. Donc tout a cramé en fait chez moi. Donc dans cette maison-là, donc j'ai mis longtemps à pouvoir repartir et l'eau est revenue bien 2 semaines après Shido pour moi. Tandis que du coup lui est revenu à quasiment pareil en termes d'eau. C'est revenu aussi 2 semaines après, mais du coup lui il avait de l'eau plus constamment. Et c'est encore plus que du coup il a une cuve avec suppresseur, donc une fois que l'électricité est revenue, lui c'est reparti comme lui. Donc on était plus souvent chez mon patron que chez nous. Mais surtout que c'est des maisons marais tout en béton, donc vu plus aucune verdure, donc plus d'ombre, il faisait une chaleur monstrueuse, un peu acido, et plus pouvoir dormir, à faire des nuits blanches. Ma vraie première nuit après Shedo a été facilement 2 bonnes semaines après Shedo. J'ai fait une vraie nuit, et parce que moins d'une semaine après Shedo, ma petite amie elle a repris le boulot parce qu'elle est kiné. Okay. Et quand en fait on a pu déblayer, donc une semaine après on a pu déblayer l'allée vraiment, donc on a pu sortir les motos et scooters. Donc sa première action elle c'était voir ses patients à domicile parce qu'elle avait une quinzaine de patients à domicile à Sada, et à Sada elle s'est pentue et il y a facilement des coulées de boue, donc elle était très inquiète pour eux, donc elle est allée les voir et elle est passée par le cabinet à Chiconi et il y avait déjà de l'eau et l'électricité moins d'une semaine après chez nous parce que par chance le cabinet tout était enterré. Donc ça a pu revenir très rapidement et pareil là-bas il y a une cuve de 2000 litres. Donc vu qu'il y avait déjà l'électricité, le suppresseur fonctionnait. Donc il y avait aussi de l'eau. Et du coup il y avait les clims, tout ça. Donc on y a passé un petit moment là-bas. En gros toutes les 3 jours on allait faire une nuit là-bas à peu près. Ouais, pour reprendre du sommeil, tout ça. Parce que elle, au final, elle a repris le boulot quasiment aussitôt avec ses patients à domicile. Que moi, le centre a été fermé pendant plus d'1 mois, mais 1 mois, en fait, c'était le temps de réparer les petits dégâts qu'il y a eu ici, tout déblayer surtout. Parce qu'on n'a pas eu trop de dégâts au centre, tout déblayer ici, réparer moi à la maison, surtout déblayer toutes les choses, tout ça. Donc à chaque fois, ça a été des mini déménagements à droite à gauche pendant plus d'1 mois, du coup, entre le cabinet de kiné, ici au centre, parce que au centre, on avait un peu d'eau via les cuves, mais même s'il n'y avait pas d'électricité. Donc on pouvait quand même dormir parce que c'était plus confortable et c'est un peu plus bord de mer, c'est un peu plus venteux, donc quand même plus respirable. Même au final, l'électricité est revenue ici avant chez moi, donc ça a été un peu partout. Il y a aussi des amis qui nous logeaient bien un matelas, un truc comme ça pour pouvoir dormir avec un peu de clim, un ventilateur, tout ça, parce que on dormait quasiment plus à la fin. T'es très itinérant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir moralement pendant le cyclone et sur toute cette période? C'est vraiment mon patron. Du fait qu'on allait manger chez eux, on passait beaucoup de temps avec eux. C'est qui m'a fait vraiment tenir. Même s'il y a eu un petit moment de craquage, du coup, surtout quand l'électricité est revenue, donc dans la maison à Tsingoni, où en fait c'est revenu à 400 volts, tout a grillé sur le moment. Les ampoules littéralement explosaient, en fait. C'est ça que j'ai su qu'il y avait 400 volts, en fait. Il y avait une surtension. C'est quand j'ai allumé les lumières et que les ampoules ont explosé. Pourtant, c'était des ampoules basse économie, donc du plastique. C'est le plastique qui sautait, en fait, comme un peu un bouchon de champagne. En plus, il y a pas d'eau qu'il y avait seulement ouais, un plafond. C'est ça. Donc là, c'est là que j'ai su qu'il y a la tension était trop élevée, donc que effectivement le voltage était trop puissant. Même si le problème c'est que ça a mis longtemps. Donc c'est là qu'on a décidé de déménager déjà, en disant que c'est mort, tout a grillé, le frigo avait grillé, le micro-ondes avait grillé, il y a que le four je crois qui fonctionnait, c'est une plus grosse résistance, mais tout le reste avait grillé. Donc là il dit c'est bon, on arrête, on cherche un autre logement. Et donc là c'est là qu'on amplifiait les petits déménagements. Surtout que moi je savais que j'allais reprendre le boulot à ce moment-là. Je savais que quand l'électricité est revenue chez moi, dans moins d'une semaine après, je reprenais le boulot. Donc là, j'étais déjà bien crevé, donc je me suis dit ça va être compliqué par rapport à mon boulot. Par chance, le voisin de mon patron partait 1 semaine et demie à La Réunion pour retrouver sa famille
Il fait ça quasiment toutes les 4 semaines à peu près. Donc il me prêtait sa chambre avec ma petite amie. Donc par chance on a eu cette chambre là. Il nous a beaucoup aidé parce que chez lui pareil, il y avait une grosse pub, donc électricité, eau, wifi, tout ça. Donc ça fait du bien déjà. Et c'est là on s'est fixé une deadline. On avait 1 semaine pour retrouver un nouveau logement. Sinon on partait. Déjà, c'était clair et net. Même si on était bien ici, on voulait rester ici. Si on n'avait pas une maison adéquate, on pouvait pas rester ici. Ça a été très dur parce qu'on a trouvé plusieurs logements qui nous ont filé sur les doigts au dernier moment, dont un qui nous plaisait beaucoup, mais le loyer était très cher. Il nous plaisait énormément et on a juste réfléchi 2 heures et il est passé sous notre main. Et via une amie à nous qui, elle, avait déjà un logement, en fait. C'était très compliqué. Son logement à sa date est détruit, donc elle était relogée via son assurance. Mais vu que c'était un T4 qu'elle logeait, donc pas une maison complète, son assurance voulait pas lui prendre en charge. Donc elle a loué 2 T4 pour elle, grâce à l'assurance. Et dont le deuxième T4 qui était la maison qu'on voulait. Mais elle a rien voulu savoir. Donc là, ça a été très dur moralement. Et du coup, à ce moment-là, désespéré un peu, on a un de mes amis qui travaillait au centre. Il nous a dit, je bouge pas, je viens. Donc il vit à Mia, il est venu à Combani à vélo. Et on a fait du porte-à-porte avec lui dans tout Combani, Emerollet, juste à côté. Et le soir même, on a trouvé un logement où je vis actuellement. Et donc c'est une maison où par chance j'ai trouvé comme s'il n'a pas vécu chez nous. Donc là, ça a fait du bien. Et là, c'est bon, on peut rester ici. Bien présent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, tu as déjà commencé à le faire, tout l'après-Chido jusqu'à aujourd'hui, au mois d'avril, vous avez ouvert Brisé Normal. Est-ce que tu te souviens un peu des phases que tu as traversées du coup, post-Chido, la recherche de logement? C'est ça, déjà 2 semaines sans eau à voir pour le stock de nourriture, le stock d'eau, aider, déblayer. Ça a pris 2 bonnes semaines déjà pour déblayer toute la toiture, tout ça, déblayer les rues un peu à côté pour aider. Parce que du coup, moi, je faisais rien, donc j'aidais un peu à droite à gauche. Ma petite amie, elle retravaillait déjà. Mais du coup, pareil, on bougeait après chez mon patron pour manger tous les soirs, voire aussi les midis. Et pour éliminer, par rapport aux frais, pour éviter de perdre le plus possible. Les nuits très tôt, forcément on vit au soleil, donc debout à 4 heures du matin et couché à 18h, 19h, quasiment tous les jours du coup. Hormis les jours où on bougeait, on arrivait à avoir un logement avec de l'électricité. Donc ça pendant les 2-3 premières semaines, comme ça. Après, du coup, début janvier, du coup, la chambre qu'on m'a prêtée à Combani, nous, on a rouvert le centre le 18 janvier, précisément. Donc là, ça fait partie de la semaine où j'ai vécu, c'est cette amie-là qui m'a prêté sa chambre pendant 1 semaine et demie. Donc, reprise du boulot, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais le seul moniteur. Donc, le cadre qui était ici, lui, était parti après Chido. Parce que lui, vivant dans le Nord, ça a été très compliqué mentalement, parce que coupé vraiment du monde. Il a la chance d'être belge, naturalisé belge, donc il a pu être expatrié avec sa petite amie. Donc l'autre moniteur qui est actuellement ici, il était pas encore arrivé, parce qu'il est arrivé après chez nous. Donc je me suis retrouvé à ouvrir le centre tout seul, avec quand même les 2 patrons, Antoine et Lucie, qui étaient là, mais n'étant pas moniteur, qui étaient là pour aider un peu la paperasse, un peu la méditation, mais pas. Antoine, lui, étant moniteur, quand même aider un peu dans l'eau. Mais moi, étant un seul moniteur professionnel à tout gérer, planning, tout ça, ça a été un peu compliqué. Je me suis retrouvé à faire le boulot du cadre qui est ici, mais qui était pas prévu, et plus le mien. Donc en fait, je me suis retrouvé à faire le boulot de 2 moniteurs à la fois. Après, le 3e moniteur est arrivé 1 semaine après la réouverture, à peu près un petit peu moins d'1 semaine. Mais pareil, vu qu'il débutait, il connaissait pas du tout le centre, donc je faisais toujours 2 boulots de moniteur, voire quasiment 3 du coup au final, parce qu'il était derrière moi et il me suivait, mais il était pas encore autonome. Donc ça a été ça jusqu'à mi-février, ça a été comme ça, donc très long. Donc entre-temps, j'avais trouvé l'autre maison où je vis actuellement, donc qui nous a fait beaucoup de bien à ce moment-là, pour vraiment pouvoir repartir, même si c'est toujours pas tout réglé dans cette maison-là, mais au moins on peut vivre à peu près comme il faut. Du coup, jusqu'à que en fait tout le monde soit bien revenu, donc le cadre, celle qui nous sert secrétariat, qui gère le gîte, qui gère le planning, tout ça. Donc tout le monde est revenu.
Donc là, on a pu reprendre un rythme à peu près normal. Donc et derrière moi, reprendre pour ceux qu'on m'avait embauché, en fait, juste moniteur et pas tout gérer. Donc c'était à peu près mi-février à ce moment-là. Donc ouais, pendant vraiment un bon mois, j'ai dû tout gérer ici, au centre de plongée. Et qu'on puisse reprendre là, du coup, une vie normale. Et c'est seulement mi-mars que j'ai pris une semaine de vacances après Chido. Sinon, pas, j'ai à poche Chido, j'en ai jamais arrêté. C'est tous les jours, je travaillais, ainsi de suite. Jusqu'à qu'on réouvre, en fait, j'avais mon moment de repos le week-end. Ouais. Et en fait, le week-end, j'étais dans les paperasses, ou à trouver une maison, ou à gérer autre chose. Donc, il y avait pas réellement de pause avec tout ça. D'accord. Ouais, du coup, c'est mi-mars que j'ai pris une semaine, du coup, à La Réunion. Mais une semaine après, le cyclone qui s'est passé là-bas. Mais la première réaction, ouais, c'est ça. Mais la réaction que j'ai eue quand à peine mis les pieds à Réunion, c'est mais en fait, il y a pas de cyclone qui est passé là. C'est moi, j'étais dans les Salines à côté de Saint-Gilles. C'est comme si aucun cyclone n'était passé par là. C'est à peu près les mêmes dégâts qu'il y avait quand j'étais en Guadeloupe. Donc pas du tout la même ampleur. C'est qui était rageant sur le fait que du coup là, on avait plus Internet, on avait des infos ici sur Mayotte. Et comment ils décrivaient ça, même mes proches disaient que aux infos décrivaient le cyclone à La Réunion beaucoup plus violent, plus de dégâts, tout ça qui s'était passé sur Mayotte. Et quand t'arrivais sur Mayotte en disant mais c'est rageant parce que c'est très rapidement dissous l'actualité sur Mayotte après le cyclone, que à La Réunion ça a apparu pendant très longtemps et comme si c'était une ampleur monstrueuse en termes de dégâts, alors en fait il y avait rien du tout. Moi je suis été même pas une semaine et demie après le cyclone. Là, on avait eau, électricité, plus 3/4 de l'île avait déjà tout ça une semaine après le cyclone. Alors sur Mayotte, une semaine après le cyclone, il y a absolument rien dans l'île qui fonctionnait. Donc c'était quand même rageant d'entendre tout ça, mais même les habitants qui vivaient là-bas trouvaient que c'était absurde de les ampleurs que ça prenait en termes des infos. C'est de leur cyclone. Ouais, de leur cyclone. Même eux, ils entendaient les infos, tout ça. Ils trouvaient ça absurde de l'ampleur que ça prenait en termes d'infos, alors que c'était pas le cas. C'est vraiment, il y avait une exagération immense par rapport à ça. Et même les habitants là-bas trouvaient ça ridicule. Ça. Surtout que j'ai des amis qui ont vécu, eux, les 2 cyclones, qui vivaient sur Mayotte, et qui ont déménagé à La Réunion post-Chido, et qui ont vécu l'autre là-bas, et ils m'ont dit que ça avait rien à voir. Quand il s'est passé à La Réunion, alors qu'ils étaient dans un des endroits où ça tapait le plus fort, à aucun moment ils se sont sentis en danger. Mais vraiment à aucun moment. Alors que pour Chido, ils ont cru qu'ils allaient y rester. Enfin, surtout pendant Chido, ils ont cru qu'ils allaient y rester, donc il y avait absolument rien à voir. Et mais c'est ça qui est... Après là-bas, ça a permis de ressourcer parce que du coup, il y avait tout. Et c'est vraiment plus métropolisé, vu que c'est vraiment un point secteur par rapport à la France. C'est trop pour ça qu'il y avait autant d'exagération, tout ça, par rapport à La Réunion, comparé à Mayotte, qui est bien délaissé par rapport au secours, tout ça, pas Chido. Pour dire qu'encore actuellement, on a des zones qui vivent encore Chido, qui est post-Chido, qui a encore des conséquences de ça, qu'à La Réunion, il y a déjà plus rien. Mais nous, ici, on n'a plus du tout d'aide depuis très longtemps. Là, je sais que moi, actuellement, la maison où je vis, je n'ai toujours pas Internet. Voilà. Et quand j'ai voulu voir, projetant avoir une box, parce que j'avais une box dans l'ancienne, j'ai été SFR. Donc j'ai contacté SFR, il m'a dit, là vous êtes pas éligible à SFR que Orange. Donc je suis allé voir Orange, je me dis, mais on prend pas de nouveaux clients tant qu'on n'a pas réparé dans tout Mayotte. Donc c'était début février, ils m'ont dit, mais vous êtes à combien à peu près? Il nous reste encore 60% à réparer. Et du coup, on devrait reprendre des nouveaux clients, on estime à mi-avril. C'est à mi-avril, fin avril. Il y a une semaine et demie, c'est ça. Là, en fait, maintenant. Je suis allé voir il y a une semaine et demie, j'aurais posé la question, ils m'ont dit, on a réparé à 50%. Donc, en fait, mais vous estimez de quoi combien? En fait, on estime à 6 mois. On prend pas de nouveaux clients dans 6 mois. Donc là, je suis obligé d'acheter une antenne Starlink, je vais devoir acheter pour avoir un peu d'internet. Des Airbox. C'est ça. Mais même pas. J'ai même pas pu avoir des Airbox, du coup. Parce que, n'étant pas client chez eux, quand j'ai voulu demander une Airbox, ils m'ont sorti une somme astronomique. Donc je dis non en fait j'ai pas envie d'acheter une Airbox à 200 € et avec 45 € d'abonnement par mois. Je dis pour avoir sachant que chez moi je ne fais pas beaucoup de réseau téléphonique parce que j'ai des murs trop épais, donc à l'intérieur c'est même pas sûr que l'Airbox fonctionne comme il faut. Je l'ai testé parce qu'on en a mis au travail parce qu'on a toujours pas internet qui est revenu aussi au travail. Donc on fonctionne avec une Airbox professionnelle
Et je l'avais piqué juste une soirée et en fait, l'Internet fonctionnait une fois sur deux avec l'Airbox. Donc j'ai dit, ça tient que je prenne une Airbox. Donc je vais devoir fonctionner autrement et il y a beaucoup d'endroits qui sont comme ça. Entre autres, nous ici au centre de plongée, à l'école de plongée, on n'a toujours pas Internet et on sait pas quand ça va revenir. Là, enfin, même pire que ça, c'est que la semaine dernière, il y a un réparateur Orange qui est venu en disant, je peux rien faire. Et on me demande, comment ça, vous pouvez rien faire? Je dis, je peux absolument rien faire. Au revoir. Donc voilà. Et là où travaille au cabinet ma petite amie, c'est à peu près le même problème. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne plus. C'est à un moment ils avaient fonctionné avec une Airbox, ça fonctionnait à peu près, mais ils pouvaient pas tout fonctionner par rapport à leur site de kiné. La box a refonctionné, normal, mais pendant 2 semaines. Et après elle a plus fonctionné, et ils savent pas pourquoi elle fonctionne plus. Et quand Orange dit, prenez une Airbox. Sauf que actuellement les Airbox s'arrêtent parce qu'ils lancent un nouveau programme. Sauf que la moitié des structures ne peuvent pas fonctionner comme ça. Et ça, c'est pas pour beaucoup de choses. Là, les approvisionnements commencent à revenir à leur normal depuis 2 semaines à peu près. Jusqu'après, il y a encore 2 semaines, il y avait des pénuries de beaucoup de choses. Encore plus avec le Ramadan qui s'est passé, il manquait beaucoup d'œufs, de choses comme ça. C'était très très compliqué de se fournir. Donc le Ramadan n'a pas forcément aidé au approvisionnement, mais ça fait 1 semaine que on revient à peu près à la normale en termes d'approvisionnement de légumes, de fruits, d'œufs, de produits en tout genre, mais d'importation, c'est ça. Et jusqu'à présent, en fait, on n'était absolument pas aidé. Mais l'exemple encore plus dur qui a été, surtout Pochido, c'est que moi, je n'ai pas eu d'approvisionnement, par exemple. À Tsingoni, il n'y a jamais eu de recensement. En tout cas, le recensement a été fait parce que je sais qui a fait le recensement. Il a fait seulement ses proches. D'accord. Donc moi, je n'ai pas eu de ravitaillement. D'accord. J'en ai eu un. Tu veux dire organisé de la part de Ouais, la commune? de la commune ou de l'État. Je n'ai absolument rien eu. Ça a été vraiment très mal fait. Kambani, Tsingoni ont été les derniers ravitaillés, déjà, faut savoir ça. Et plus la moitié de ces 2 villes n'ont pas été approvisionnées parce qu'on n'a pas été prévenu, on n'a pas été recensé. Ok. Il y a justement une question, c'est est-ce que toi, tu as un commentaire à faire sur la gestion de cet événement? Ça a été le gros bordel. Personne n'était prêt, personne n'a été prêt et personne n'a voulu se mettre préparé. Surtout ça. Et une fois que c'est passé, et ça s'est pas préparé non plus. C'est nous, ça a été quand ceux qui géraient la commune de Tsingoni ont appris quand il y a ravitaillement, on a attendu que le ravitaillement arrive pour faire le recensement. Ce qui est totalement absurde. Faut le faire avant pour savoir la quantité qu'il te faut, comme a été fait partout. Dans quasiment beaucoup de régions, en tout cas autour, où j'ai entendu, comme Chiconi, Sada, tout ça, où justement travaille à Titanium. Donc elle a été beaucoup là-bas par rapport à ses patients à domicile, parce que c'est elle qui récupère les ravitaillements pour leur transmettre, parce qu'ils peuvent pas se déplacer. Ouais. Et donc ça a été fait comme ça pour eux. C'est entre autres elle qui les a recensés, tout ça. Donc elle savait comment ça s'est passé. Et chez nous, ça a jamais été le cas. Et ça a été absurde parce que je sais que les trucs n'ont pas été perdus, ça a été récupéré pour eux. C'est la plupart des choses n'ont même pas été distribuées, ils l'ont directement récupéré pour eux. Et ça a été du bouche à oreille, donc je suis pas sûr à 100% que ce soit vrai. Mais quand un policier ami me dit ça, je veux bien le croire. Il m'a dit, mais quand il m'a demandé le ravitaillement, est-ce que je l'ai eu? J'ai dit, non, je n'ai pas eu, je n'ai pas été recensé. Il m'a dit quelle personne recensée. Je l'ai rencontré, cette personne-là, quand j'ai essayé de me faire recenser à Combani, qui est juste à côté. Et il m'a dit non, on peut pas, vu que t'as Tsingoni, tu peux pas te faire recenser ici. Mais en plus, le gars, il est là-bas. Je suis allé me présenter. Il m'a dit que c'est bien lui qui le faisait, qu'il l'avait fait dans sa rue à lui. Sachant que ça arrivait le lendemain, les apprivoisements, et que du coup, il a dit, je suis pas pressé pour le faire. Il m'a sorti ça devant moi et devant les autres flics. J'ai dit, franchement, dommage que c'était à la police de Tsingoni, c'était devant la commissariat, parce que sinon, là, il allait mal finir. Parce que là, franchement, c'était compliqué pour tout le monde. Il dit ça comme ça, mais devant ses potes qui rigolent, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je sais que, j'étais à l'entrée de Tsingoni. Toute l'entrée de Tsingoni n'a pas été approvisionnée. Tout ça, c'est resté pour les personnes les plus riches de Tsingoni qui sont tout au fond du village, où ils ont les grosses maisons en bord de côte, des trucs comme ça. Tout ça, ça leur est revenu. Et là, ça a fait très mal en disant, mais c'est juste n'importe quoi. Là où, au contraire, faut tout le monde se soutenir, ça a été un gros mishblick, un gros problème. Et les personnes les plus aidantes, tout ça, ça a été les Comoriens. Les personnes du Banga juste à côté, où je les remercierai plus de 1000 fois, où je les ai énormément aidés, parce qu'ils m'ont énormément aidé.
tout ce qui a été élagage de l'arbre qui est tombé, la tôle, tout ça, ou remonter portail, c'est eux qui l'ont fait sans que je leur demande. Du fait que j'étais blessé, ils ont vu que déjà ils étaient à côté de moi quand je me suis blessé. Et quand je suis revenu du dispensaire, la moitié de mon allée était déjà dégagée. C'est eux qui me l'avaient dégagée pendant que j'étais au dispensaire, parce que je m'étais blessé. Et si j'avais un moins de problème, ils venaient m'aider. Quand le propriétaire il a commencé à faire réparer les choses, entre autres les murs, tout ça, et il y avait pas de main d'œuvre à ce moment-là. J'ai dit mais attends, ça te dérange pas, certes tu les payes au bloc, mais t'as les gars juste à côté, ils ont fini de déjà reconstruire leur maison. Je suis sûr que si tu leur proposes un peu d'argent, ils vont dire oui. On est allé les voir, ils disent ouais, y a pas de problème. Ils ont donné leur critère pour les paiements et ils ont reconstruit une partie. Et même sans grand chose quoi. À un moment, l'arbre, je demandais de délaguer. Le gars à la tronçonneuse, il est venu les délaguer. J'ai dit, je te dois combien? J'ai dit, non, tu ne dois rien. J'ai dit, mais attends, si, t'as tué ta tronçonneuse, t'as utilisé de l'essence, on en a plus en ce moment. J'ai dit, si, je te dois un truc. Non, tu ne dois rien. Et c'était comme ça pour toutes les personnes, en tout cas. Donc, moi, l'impasse Vigée, c'était quasiment que des Comoriens. Et c'était comme ça quasiment pour tout le monde. Et c'était au contraire, c'était les Mahorais où j'ai un truc, je le garde pour moi et personne ne le verra le jour de ce truc-là. Et encore plus les personnes qui dirigeaient, la plupart des personnes qui dirigeaient les zones de ravitaillement. Entre autres sur Tingoni, en tout cas ça a été comme ça. Par chance, pas partout, entre autres sur Sada, Chiconi, un peu Kambani, mais Kambani je sais qu'il n'y a pas tout qui a été distribué. Mais voilà, sur certaines zones ça a été plus réglo, mais d'autres ça a été juste affreux. Donc moi, pour justement les remercier de tout ça, avec ma petite amie, on a monté une cagnotte en ligne. On avait monté une cagnotte ligne. On a quand même récolté 3000 € où on a acheté nourriture, produits d'hygiène, tout ce qui est savon, pansements, bandages, désinfectants, tout ce qui est nourriture de première nécessité aussi. Tout ça pour leur donner à eux, en fait, régulièrement. On faisait des petites courses, on leur donnait comme ça, en fait, en fonction de comment arrivait l'argent dans la cagnotte. Et même encore actuellement, on continue. On a déjà fermé la cagnotte, mais on a encore de l'argent dessus. Donc, pareil, toutes les semaines, on va donner du savon, de la nourriture, tout ça pour eux, et de l'eau régulièrement. Même s'ils ont retrouvé une vie à peu près comme avant, déjà, on continue encore à les aider parce qu'ils nous ont énormément dépoché d'eau et sans eux, en fait, ça aurait été extrêmement plus compliqué s'ils n'avaient pas été là. J'ai une question subsidiaire. Il y a 39 morts qui ont été annoncés chez Mayotte à l'hôpital ainsi qu'un millier de blessés. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce... Totalement faux. Ok. Je sais par source sûre qu'il y a au moins 50 morts dus à l'hôpital de Mamoudzou parce qu'il y a une partie qui s'est effondrée. Il y avait 50 personnes définies à l'intérieur. Mais sur les 50 personnes, il y en avait plusieurs qui étaient sans papier. Non, aussi des nourrissons. Je pense qu'eux aussi n'ont pas été comptabilisés. Parce qu'il y a une partie de la maternité, les urgences, et je sais plus quel service qui a été détruit. Donc, Toi, ça s'est effondré. Voilà. Mais il y a personne, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent au CHM, qui étaient clients maintenant qui sont devenus amis. Ils m'ont certifié qu'il y avait 50 personnes décédées à l'intérieur de cet accident-là. Sans compter toutes les personnes sans papier entre dans les bangas. Pour donner l'exemple simple, c'est celui le banga de Kaouni Mamoudzou, qui a des milliers de personnes à l'intérieur. Plus de la moitié n'a pas été reconstruite poche d'eau. Ce n'est pas pour rien. C'est les personnes qui sont malheureusement décédées. Donc, et ces personnes-là ne sont pas recensées. Donc, les 39 morts, non. C'est juste impossible par rapport à l'ampleur des dégâts. Et c'est un chiffre totalement faux, mais même des personnes ayant papier, il y a plus de 39 morts. Ça a été une désillusion totale et une annonce totalement fausse de tout le monde, justement pour dire que tout allait bien, tout ça. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer plus de secours ou des choses comme ça, ils ont menti sur les chiffres. Alors que c'est vraiment aberrant quand on sait qu'une partie de l'hôpital Mamoudzou qui s'est effondrée, on sait combien il y a de personnes, tout le monde le sait, et les chiffres annoncés sont inférieurs. Le nombre total a été annoncé inférieur par rapport juste à cet dégât-là, alors qu'il y a tout le reste. Et là, on dit, mais c'est juste n'importe quoi. Et quand derrière, tu apprends via les gendarmes, tout ça, qui disent, mais en fait, ils ont diminué les chiffres pour pas envoyer d'autres secours, pour pas envoyer plus de gendarmes, pour pas envoyer plus de pompiers, pour pas envoyer plus de médecins, parce qu'ils n'avaient pas, sinon ça allait faire trop de déséquilibre par rapport à la métropole, tout ça. Alors qu'ici, il y avait besoin d'aide, besoin de beaucoup plus de monde, parce que, la moitié des personnes qui étaient déjà là ne pouvaient plus travailler parce que plus de véhicules, plus d'accès, blessés, des choses comme ça. Donc le problème c'est qu'il fallait renouveler forcément ces patients-là, ces soignants-là. Donc ça a été le gros problème et donc il y a une partie qui a été envoyée, mais c'était un quart qu'il fallait.
Il manquait encore 3 cas. Mais ces 3 cas-là, pour pas les envoyer, ils ont diminué tous les chiffres. Et après, sans compter aussi tous les blessés et morts qu'il y a eu dû à des infections. Parce que du coup, moi, en tant que blessé, je suis régulièrement allé au dispensaire pour pouvoir avoir le suivi. Je me retrouvais avec à chaque fois une trentaine de personnes beaucoup plus blessées que moi, avec des infections énormes. Et là, je dis, mais si eux sont comme ça, mais c'est sûr que d'endroits où ça craint un petit peu plus, parce qu'ils ne veulent pas sortir leur manga pour pas se faire attraper et tout ça, eux, ben, c'est sûr que c'est pas possible. Donc là, tu te dis, mais tout ça, c'est pas été comptabilisé. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les sujets qu'on n'aurait pas abordés, message que tu voudrais passer pour les personnes qui vont écouter cet épisode? Non, c'est à peu près tout. Ben là, malgré tout ce qui s'est passé, Mayotte est quand même bien revenu. On a de nouveau une belle verdure, tout ça. C'est toujours un endroit bon à vivre au final. Mais ça a été long à reprendre une vie comme il faut parce que ben il y a eu un manque d'aide trop important. Mais donc ça a pris plus de temps qu'il aurait dû prendre. Mais c'est de nouveau un endroit bon à vivre et bon à rester à tel point que ben finalement je reste et j'ai même signé pour 1 an de plus ici. Donc là, j'ai annoncé la semaine dernière que j'avais prévu de rester que 1 an. J'ai signé un CDI, mais j'ai dit que je restais 1 année parce que ben mon métier et celui de ma petite amie fait qu'on peut voyager. Ben on a fait la Guadeloupe, on a fait la Corse, elle a fait la Réunion avant. Donc on aime bien voyager à droite à gauche tant qu'on peut encore. Mais on est tellement bien ici que ben on a annoncé la semaine dernière qu'on restait 1 an de plus. D'accord. Donc voilà, Voilà. c'est ça. Donc malgré tout ce qui se passe, que c'est une vie compliquée ici, ben il y a surtout les coupures d'eau, la vie un peu plus précaire qu'en métropole ou même la Réunion, des endroits un peu plus métropolisés. Ça reste quand même un endroit très bon à vivre, avec beaucoup de choses à faire, une belle végétation, une faune et une flore marine extraordinaire. Malgré poche d'eau qui a eu des dégâts, ça reste toujours un endroit magnifique à plonger, qui est même beaucoup plus joli qu'en Guadeloupe où moi j'ai énormément plongé du coup, y travailler là-bas. Je préfère encore plonger ici que retourner là-bas pour y plonger, par exemple. Ok. Et du coup, je te remercie pour ton témoignage. J'ai pas d'autres questions. Non, pour moi c'est très bon aussi. Merci beaucoup. Plus, c'est l'heure de te libérer. Ouais. Merci pour ton Et de témoignage. rien. Mais merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.